Le film commence avec notre protagoniste, Charlie Haley, qui travaille à la restauration d'un avion ancien. Peu après, sa femme Sarah apparaît et lui demande de lui préparer un café car elle est sur le point de partir. Il accepte, et nous apprenons que Sarah part pour Londres pour un voyage d'affaires de 5 jours. Elle invite Charlie à l'accompagner, mais il refuse pour des raisons professionnelles, lui assurant qu'il viendra la prochaine fois. Après le départ de Sarah, Charlie se rend au travail et arrive bientôt au siège de la CIA, où il travaille comme cryptographe. En se dirigeant vers son bureau, nous voyons les systèmes de sécurité avancés de la CIA, notamment des caméras de surveillance de pointe capables de détecter les objets transportés par les employés. Une fois dans son bureau, Charlie prend contact avec Inquilin, une source anonyme qui fournit des renseignements précieux depuis 5 ans. Charlie ignore l'identité de cette personne, mais soupçonne qu'il s'agit d'un homme d'âge moyen vivant à Istanbul, ce qu'Inquilin rejette rapidement. Inquilin envoie ensuite des documents classifiés, en demandant à Charlie de ne les ouvrir que lorsqu'il est complètement seul. En essayant de déchiffrer le fichier, Charlie reçoit un appel de Sarah, qui lui annonce qu'elle est arrivée à Londres. Elle tente de continuer la conversation, mais Charlie est concentré sur son travail et raccroche. Après un certain temps, Charlie parvient enfin à décrypter les informations envoyées par Inquilin. Il s'agit de plusieurs fichiers classifiés révélant que son patron, Alex Moore, a déguisé des frappes de drone à motivation politique en attentats terroristes. Charlie est profondément choqué par cette révélation et confie ses inquiétudes à un collègue, admettant qu'il a consulté des fichiers auxquels il n'était pas censé avoir accès et qu'il a découvert quelque chose de troublant. Cependant, son collègue le met en garde de rester silencieux, craignant que quelqu'un ne l'écoute. De retour chez lui, Charlie essaie d'appeler sa femme, mais elle ne répond pas. Le lendemain matin, en arrivant au bureau, il trouve Moore en train de fouiller son espace de travail, ce qui le met immédiatement sur ses gardes. Moore informe ensuite qu'il y a des nouvelles et l'emmène au bureau de la directrice de la CIA, Samantha. Samantha fait une révélation choquante, un attentat terroriste a eu lieu dans un hôtel de Londres. À l'horreur de Charlie, il s'avère que Sarah séjournait dans cet hôtel et a été assassinée au milieu du chaos. En apprenant la nouvelle, Charlie est stupéfait et refuse de croire que sa femme est réellement morte. Mais lorsque Samantha lui montre des images de Sarah maîtrisées par les terroristes, c'est comme si son monde entier s'écroulait dans les jours suivants. Charlie est consumé par le chagrin et passe tout son temps à faire son deuil et à faire semblant de tenir le coup. Cependant, après un certain temps, il décide qu'il en a assez et commence à enquêter sur l'attaque et les responsables. Il rencontre alors Moore et un superviseur de la CIA, Caleb, pour partager ses découvertes et dévoile l'identité des 4 terroristes impliqués. Miskolc, Ellis, Gretchen, Frank et Orschiller, le chef est celui qui a tiré sur Sarah. Lors de leur tentative de fuite de l'hôtel, les terroristes ont été acculés par la police de Londres, ce qui les a poussés à prendre des otages. Les images de surveillance révèlent en outre que Sarah est intervenue pour défendre une autre femme, ce qui a conduit à sa mort. Grâce à son enquête, Charlie a réussi à localiser Gretchen et Frank à Paris et recommande qu'ils soient capturés. Immédiatement, à cette nouvelle, Moore et Caleb ne montrent aucun signe de surprise. Il s'avère qu'ils étaient déjà au courant de ces meurtriers. Moore explique que le réseau terroriste n'a rien contre Sarah personnellement, mais qu'il s'agit de questions de souveraineté et de sécurité nationale des États-Unis. Ils insistent pour agir avec prudence et promettent à Charlie que justice sera rendue pour Sarah. Cependant, lorsque Charlie exprime sa méfiance envers eux, il commence à douter de sa stabilité mentale à cause de la mort de sa femme et organise une consultation chez un psychiatre. Mais Charlie refuse de rester inactif et quelques jours plus tard, il confronte Moore et Caleb à nouveau. Cette fois, il admet qu'il est au courant des attentats qu'ils ont orchestrés dans diverses parties du monde et qui ont coûté la vie à de nombreuses personnes innocentes. Moore l'accuse de mentir, mais Charlie tient bon et menace de révéler la vérité à la directrice de la CIA ou même aux médias. Il les avertit qu'il a un « Dead Man's Switch », dispositif de déclenchement automatique, en place et que, sauf s'il saisit un code toutes les 5 heures, toutes les preuves seront automatiquement envoyées à la presse. À l'écoute de cela, les 2 officiers corrompus acceptent enfin de négocier. Charlie révèle alors qu'il souhaite recevoir un entraînement à la CIA pour pouvoir retrouver tous ces terroristes et les tuer par vengeance. Moore croit à une plaisanterie et commente qu'il ne pourrait même pas combattre une femme de 90 ans, mais Charlie est catégorique et refuse de changer d'avis. Plus tard, Moore et Caleb discutent en privé, se demandant si Charlie bluffe à propos du « Dead Man's Switch ». Quoi qu'il en soit, ils décident de lui donner l'entraînement qu'il désire pour le moment,
puis de le tuer une fois qu'ils auront découvert les fichiers classifiés. Par la suite, Charlie est inscrit au centre de formation de la CIA où le colonel Robert Henderson prend en charge son instruction tandis que Charlie s'immerge dans l'entraînement rigoureux. Moore et ses agents retournent son bureau dans tous les sens à la recherche du dispositif. Leur chasse s'étend à la maison de Charlie et à un bar qu'il fréquentait, mais ils ne trouvent rien. Pendant ce temps, Charlie peine énormément avec l'entraînement. Il est incapable de viser correctement et terrifié de tirer. Un soir, Henderson lui dit qu'il n'est pas un tueur et ne le sera jamais. Il lui remet même une arme pour tirer, mais Charlie est paralysé et incapable d'appuyer sur la gâchette. Charlie prétend qu'il pourra tirer le moment venu, mais Henderson n'y croit pas. Il informe Charlie qu'il ne sera pas capable d'affronter des terroristes entraînés et l'encourage à abandonner avant qu'il ne soit trop tard. Ailleurs, l'équipe de la CIA cherche partout le dispositif de Charlie, mais ne trouve rien. Cependant, Moore découvre accidentellement un micro placé par Charlie dans son bureau. Cela lui fait réaliser que Charlie a tout écouté et qu'il bluffait à propos du Dead Man's Switch. Moore appelle immédiatement Henderson pour lui demander d'éliminer Charlie. Mais lorsqu'Henderson arrive dans sa chambre, le cryptographe a déjà disparu. On voit alors Charlie à bord d'un avion, se rappelant le moment où sa femme lui avait offert un vieil avion pour son anniversaire. Il n'était pas fonctionnel, mais Charlie était sûr de pouvoir le réparer. Il avait prévu de surprendre Sarah avec l'avion entièrement restauré à son retour. Mais tragiquement, cela n'a jamais eu lieu. Dans le présent, Charlie arrive à Paris et commence à surveiller Gretchen Frank, l'une des terroristes. Un soir, alors qu'elle est sortie, il s'introduit dans son appartement et découvre qu'elle a un rendez-vous dans une clinique. Il trouve aussi une arme, qu'il décide de prendre pour lui-même. Peu après, Gretchen revient de façon inattendue, alors Charlie se cache sur les escaliers au-dessus et se prépare à tirer. Cependant, au moment crucial, il est paralysé et incapable d'appuyer sur la gâchette. Le lendemain, un Charlie plus déterminé s'introduit dans la clinique où Gretchen est venue pour un contrôle. Pendant que les médecins quittent brièvement la pièce, Charlie entre et enferme Gretchen dans une chambre hyperbare remplie de pollen. Elle commence à avoir des difficultés respiratoires et exige de savoir ce qu'il veut. Charlie lui demande donc où se trouve leur chef, Schiller. Elle prétend ne pas savoir, mais il ne la croit pas. Gretchen tente finalement de dire quelque chose, mais le pollen commence à l'étouffer. Charlie la libère alors de la chambre. Cependant, dès qu'elle est libre, Gretchen se bat avec Charlie et parvient à s'enfuir de la clinique. Elle atteint la rue où Charlie lève son arme pour tirer. Mais avant qu'il ne puisse tirer, un véhicule arrive et percute Gretchen, causant sa mort instantanée. Cela stupéfie Charlie, qui saisit discrètement son téléphone et s'enfuit avant que quelqu'un ne s'aperçoive de quoi que ce soit. Ensuite, Charlie se rend à Marseille, où il prévoit de se faire discret pendant un certain temps. Pendant ce temps, la CIA apprend également la mort de Gretchen et Samantha pose davantage de questions, l'incitant à révéler s'il sait quelque chose. Il insiste sur le fait que ses agents ne sont pas impliqués et affirme que c'était probablement les propres hommes de Gretchen qui l'ont tué, mais Samantha reste méfiante. De retour à Charlie, il est hanté par les souvenirs de sa défunte femme et se rend dans une boîte de nuit pour se détendre. Il finit par se droguer et boire, ce qui le fait halluciner. Cependant, les choses prennent une tournure étrange lorsqu'il remarque Henderson dans la foule. Charlie, effrayé, se précipite immédiatement vers les toilettes, mais ne trouve aucune issue. Sans autre option, il retourne au bar et s'assoit avec Henderson. Étonnamment, Henderson semble calme et lui dit qu'il a localisé grâce au téléphone de Gretchen, l'avertissant de ne pas commettre de telles erreurs imprudentes. Il le pousse alors à tout laisser derrière lui et à rentrer chez lui, insistant sur le fait qu'il n'est pas trop tard. Mais Charlie refuse, disant qu'il n'a plus personne pour qui revenir. Juste à ce moment, il sort son téléphone pour révéler un minuteur, et dans un retournement choquant, une bombe explose dans les toilettes. L'explosion provoque le chaos dans le club, que Charlie utilise pour s'échapper d'Henderson. Par la suite, Charlie contacte son allié anonyme, Inquilin, et demande si la personne est vraiment à Istanbul car il a besoin d'aide. Cette fois, Inquilin confirme et organise le voyage de Charlie en Turquie. Il arrive bientôt dans un restaurant arrangé par Inquilin et envoie un texto au mystérieux contact. Quand Charlie remarque un homme au loin vérifiant son téléphone, il suppose qu'il s'agit de son ami. Plus tard, Samantha rencontre son assistant, qui lui montre des images révélant que Henderson est en Espagne. Elle apprend que c'est Moore qui l'a envoyé et décide d'envoyer l'un de ses propres agents. Pendant ce temps,
Charlie arrive dans un hôtel à Madrid où Blick séjourne et découvre que le criminel nage souvent seul dans la piscine sur le toit tard le soir. Davis, qui surveille tout à distance, lui conseille de tirer depuis le balcon. Mais Charlie refuse car il n'est pas bon au tir. Au bar, il remarque un homme qui le fixe un peu trop intensément et comprend bientôt qu'il s'agit d'un agent de la CIA envoyé par Samantha. Davis repère ensuite Henderson dans le même hôtel et avertit Charlie d'abandonner la mission pour l'instant. Mais notre héros choisit de continuer et confronte Blick alors qu'il nage. Charlie lui demande où se trouve Schiller, mais Blick pense qu'il s'agit d'une plaisanterie et refuse de répondre. Charlie révèle alors son identité et lui dit qu'il a piégé la piscine avec un dispositif pour décompresser le verre, le faisant éclater s'il l'active. Cela effraie Blick, qui affirme ne rien savoir sur Schiller, récemment disparu. Frustré, Charlie active le dispositif et la piscine commence à se fissurer, précipitant Blick dans sa mort et provoquant la panique parmi les invités en dessous. Charlie s'enfuit ensuite tandis qu'Henderson et un autre agent le poursuivent. Davis, qui a piraté les caméras de l'hôtel, guide Charlie sur le chemin à suivre pour les éviter. À un moment, Henderson se heurte à l'autre agent et les deux commencent à se battre. L'autre agent est mortellement touché tandis qu'Henderson est gravement blessé. Charlie observe tout et, bien que tenter d'aider Henderson, finit par fuir pour échapper à la capture. Le lendemain, Caleb et ses agents examinent les images de l'hôtel et repèrent un écouteur dans l'oreille de Charlie, révélant qu'il communiquait avec quelqu'un. Ils examinent le chat crypté de Charlie et découvrent qu'il est en contact avec quelqu'un nommé Inquilin. Après enquête, ils découvrent que l'homme connu sous le nom des Inquilines est en fait mort, concluant que sa femme doit maintenant agir à sa place. Quelques jours plus tard, alors que Charlie et Davis sont allongés ensemble pour se réconforter, ils sont surpris par des bruits à l'extérieur. Ils vérifient les caméras et sont choqués de voir un groupe d'agents approcher de la porte. Les deux formatent immédiatement les ordinateurs et commencent à s'échapper par la porte arrière. En arrivant sur l'autoroute, ils pensent avoir semé leurs poursuivants, mais une pluie de balles frappe leur voiture. Charlie a la chance de survivre, mais malheureusement, Davis est cruellement touché. Après avoir enfin échappé aux agents, Charlie arrive à un parking et découvre avec désespoir que Davis est morte. Il lui fait un dernier adieu et passe les jours suivants tourmenté par les souvenirs de Sarah et Davis. Un jour, il reçoit un message d'Ellis sur le téléphone d'Inquilin, révélant qu'elle se faisait passer pour une acheteuse pour obtenir des armes. Charlie se rend ensuite en Roumanie pour le rencontrer. Lorsqu'Ellis arrive au lieu désigné, il trouve un téléphone et une boîte. Le téléphone sonne, et Ellis apprend que l'argent pour les armes a été laissé dans la boîte. Mais lorsqu'Ellis l'ouvre, il est choqué de trouver des explosifs à l'intérieur. Charlie apparaît alors et l'avertit que si Ellis bouge ou tente de fermer la boîte, la bombe explosera. Il se présente comme le mari de la femme tuée à Londres et promet de désactiver la bombe si Ellis révèle l'emplacement de Schiller. Au début, Ellis n'y savoir quoi que ce soit, mais sous pression, il finit par avouer que Schiller opère depuis un navire en mer Baltique. Il remet également son téléphone contenant les coordonnées des hommes de Schiller. Après avoir obtenu l'information qu'il voulait, Charlie prend le téléphone et s'éloigne sans désactiver la bombe comme promis. Quelques secondes plus tard, la boîte explose, tuant Ellis instantanément dans une déflagration. Charlie arrive ensuite dans un port de la région russe de Remorque où il commence à enquêter sur le navire de Schiller et l'opération de contrebande. Il observe secrètement les hommes de Schiller décharger de la contrebande et prend des photos de leur bateau. Un matin, il retourne au port et demande à un Russe local s'il a vu les contrebandiers la veille. Mais l'homme s'agite et dit quelque chose en russe que Charlie ne comprend pas. Avant qu'il ne puisse comprendre, quelqu'un surgit derrière lui et le frappe, le mettant KO. Dans la scène suivante, Charlie se réveille et est choqué de se retrouver entouré de plusieurs hommes de main qui l'emmènent auprès de Schiller, l'homme qu'il traque désespérément. Schiller reste calme et demande qui l'a envoyé, mais Charlie répond qu'il agit seul et cherche à venger la mort de sa femme. Schiller s'excuse alors pour ce qui est arrivé à Sarah et affirme que c'était un sacrifice nécessaire pour échapper à la police, ce que Charlie trouve pathétique. Schiller lui rappelle qu'il a torturé et tué plusieurs de ses associés juste pour en arriver là.